La Révolution française, c'est une histoire de jeunes gens, ou de jeunes hommes. Pensez que Robespierre, quand on va le tuer, il a 36 ans. Pensez que Danton avait 35 ans, que Camille Desmoulins avait 33 ans, et que Saint-Just avait 27 ans lorsqu'ils sont morts. Alors regardons notre particulier qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire Robespierre, peu de choses à dire sur son enfance et son adolescence. Sinon que, il n'a pas eu d'affection, presque pas autour de lui, il avait 6 ans quand sa mère est morte. 2 ans plus tard, son père disparaît, c'est un avocat à Arras. Vraiment, il disparaît, on ne sait pas où il est. Il va reparaître 2 ans plus tard, un instant, fait quelques semaines, repartir, et il mourra en 1777, à Munich, où il avait ouvert une petite école de français. Alors, lui, Robespierre, qui a un frère et une sœur, sont pris en charge par les grands-parents maternels, et ces grands-parents maternels qui ne veulent pas s'embarrasser de lui, le placent le plus vite possible grâce à des bourses ecclésiastiques, d'abord comme interne au lycée d'Arras, au collège d'Arras, et ensuite au lycée Louis-le-Grand, où il va travailler plus de 10 ans. Il est très bon élève, il est estimé, et le voilà qui va sortir d'Arras, prendre la suite, entre guillemets, de son père, qui avait donc disparu depuis bien des années, et il va être jeune avocat d'Arras, où il se débrouille pas mal. Ce n'est pas un personnage qui attire sur lui l'attention. Il est bien élevé, il sait danser, il écrit des madrigaux comme tout le monde, il fait même partie d'une société littéraire qu'on appelait les Rosati, et qui, au petit pied, serait un peu comparable aux Rotary d'aujourd'hui. Mais, en 1789, alors qu'il a 31 ans, voilà les États généraux, il va se présenter aux États généraux, et en particulier, il va lancer un tract que je tiens à lire, du moins 1 minute, parce que personne ne parlait comme lui. Voici ce qu'il ose écrire. La plus grande partie de nos contemporains est réduite par un état d'indigence et d'avilissement au point de ne plus pouvoir penser à autre chose qu'aux moyens immédiats de survivre, incapables qu'ils sont de réfléchir aux causes de leur misère et aux droits que la nature leur a donnés. Je ne sais pas si vous avez remarqué les mots, mais si nous employons un vocabulaire contemporain, disons qu'il y a là de la dynamite. Pourquoi de la dynamite? Parce que, face au problème de la misère, Robespierre ne dit pas que, voulez-vous, c'est la fatalité, il faut faire ce qu'on peut. Mais il dit carrément, il faut que les gens réfléchissent aux causes de leur misère et se rendre compte qu'ils sont des exploités. C'est pourquoi j'ai employé ce mot violent, mais exact, je crois, de dynamisme. C'est un homme révolutionnaire. C'est un homme qui, comme on dirait aujourd'hui, avec un mot qui ne me satisfait pas tout à fait, il essaye de conscientiser, donner conscience au prolétariat. Alors regardons un peu ce qui va se passer pour Robespierre à la Constituante, puisque c'est les États généraux qui vont devenir une Constituante. Il ne se fait pas remarquer, il n'est pas là au moment de la prise de la Bastille. Simplement, pendant la journée du 5 octobre, vous vous rappelez peut-être que des femmes parties de Paris se dirigent vers Versailles parce qu'ils veulent y prendre le roi et le ramener de force à Paris. Il va insister auprès de ses collègues de l'Assemblée constituante, dite constituante, pour qu'ils reçoivent Maillard. Ça vous dit plus rien aujourd'hui. Maillard, c'est un bonhomme qui s'était fait remarquer très activement dans la prise de la Bastille, où il y avait 97 tués quand même. Hein. Et puis, ce Maillard était entouré d'une légende noire, il prétendait que c'était un très dangereux. Alors la Constituante n'avait pas envie de recevoir à sa barre ce personnage, et le tout jeune Robespierre, qui ne se fait pas remarquer jusqu'alors, dit il faut écouter ce qu'a à nous dire Maillard, et il le fait recevoir. Bon. Mais maintenant, je voudrais regarder ensemble la signification réelle de cette révolution. Et là, je suis obligé, une fois de plus, de prendre position contre Michelet, qui est un homme que je respecte, et je trouve en effet que c'est un grand écrivain. Mais du point de vue historique, il est vraiment très contestable. Pensez donc que Michelet va oser nous affirmer ceci. Il faut savoir à quel point les idées d'intérêt sont restées, la révolution, secondaire. Oui, la Révolution française fut désintéressée, c'est là son côté sublime. C'est très bien dit, mais ça ne correspond absolument pas à la vérité. Comment pas d'histoire d'intérêt? Mais c'est avant tout une histoire d'argent. Étant donné que l'État est en faillite, qu'il est au bord de la banqueroute, et que les rentiers de l'État sont affolés. Il faudra trouver un moyen de faire face à la banqueroute. Deuxièmement, rendons-nous bien compte de ceci, qu'il y avait une classe nouvelle qui a fait son apparition au cours du XVIIIe siècle.
Il y avait l'ancienne aristocratie, la richesse, si vous voulez, immobilière, c'est-à-dire les châteaux et les terres. Et puis, il y avait une richesse qu'on appellera la richesse mobilière, qui était faite des grandes affaires. Ces grandes affaires se développent extraordinairement dans le XVIIIe siècle, à savoir le grand commerce, déjà une certaine grande industrie, déjà des groupements de prolétaires, aussi des assurances, on l'oublie, il y avait des assurances sur la vie qui marchaient très bien. Enfin, cette nouvelle classe, qui est une bourgeoisie, entend ne pas laisser les rênes de l'État entre les mains exclusivement de la noblesse. Alors nous pourrions dire, c'est un mot que j'ai risqué, mais que je répète parce que je le crois vrai, nous assistons à une bagarre de nantis, à une rixe de possédants entre nobles et grands bourgeois, bourgeois riches, sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide. La cariatide, c'est la petite foule, le petit peuple. J'ai une réflexion de Voltaire, que j'ai envie de vous citer maintenant, qui est allé apprendre plus tard. Voltaire, dans l'essai sur les mœurs, avait dit « Une cité bien organisée est celle où le petit nombre fait travailler, vous entendez bien, fait travailler le grand nombre, et nourrit par lui, et le gouverne. » Cette morale d'entretenue, c'est exactement la morale de ceux qui sont les grands conducteurs de cette révolution, sauf Robespierre. Ne pas toucher à la cariatide, faire qu'elle soit bien obéissante, alors que Robespierre, précisément, va être le protestataire. Pendant la constituante, ce jeune député va uniquement, et presque, oui, constamment et presque uniquement s'occuper du triple scandale que lui fait éprouver la façon dont on se conduit à l'égard de la Déclaration des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, on nous dit, la Déclaration des droits de l'homme, 24 août 1789, c'est extraordinaire, enfin, personne n'avait songé à ça. Si, les Américains l'avaient fait. Notre Déclaration des droits de l'homme est en partie copiée sur la Déclaration des Américains 76. Mais dans cette Déclaration des droits de l'homme, il y avait un article primitif, je crois même, c'est l'article 1, tout homme, tous les hommes, naissent et demeurent égaux et libres, égaux en droit et libres. Et bien, Robespierre s'aperçoit qu'il y a un démenti, un triple démenti et outrageant à l'égard de cet engagement. Je rappelle, tout homme, tous les hommes, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Libres. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait des Noirs pourtant? Il y avait des Noirs dans nos colonies étaient plus grand nombre, hein, plus encore nombre, c'était les Antilles. Mais là, il y avait un lobby colonial très puissant et qui voulait surtout qu'on ne touchât pas à l'esclavage là-bas et qu'on laissât esclaves des gens qui nourrissaient ce fameux lobby colonial. Qui, enfin, même par exemple la famille Noailles, dans laquelle est entré par mariage un homme comme Lafayette. Il y avait des gens qui, en France, bénéficiaient considérablement du point de vue argent de l'esclavage dans des Noirs. Eh bien, ça, là, on n'en parle plus. Il y a une infraction élémentaire à la Déclaration des droits de l'homme. Deuxièmement, sur le droit de vote, c'est Sieyès, quelques-uns appelaient Sieyès, mais je sais qu'ils ont prononcé, que lui-même prononçait Sieyès, un ancien prêtre. C'est Sieyès qui a inventé pour le droit de vote une distinction. Comme dit pour une fois très justement Michelet, il y avait les citoyens, tout le monde était citoyen, mais il y en avait d'autres qui étaient moins citoyens que d'autres. C'est en effet Sieyès qui avait dit que pour avoir le droit de vote, il fallait faire une distinction qui aurait les actifs, puis il n'osait pas dire les passifs, il disait les actifs et les non-actifs. Quelle était donc la distinction? Comment faisait-on? Quel était le critère? Ben, ça va de soi, l'argent. Alors n'était admis au droit de vote que les gens qui payaient une imposition au moins égale aux 3 à 3 journées de travail, au prix de 3 journées de travail. Ce qui signifie que pour être, comme disait Sieyès, actionnaire de la Maison France, c'est une littérature très contemporaine, il faut avoir de l'argent. Eh bien, Robespierre va pousser un grand cri et écrire en particulier ceci: sois riche à quelque prix que ce soit, ou tu ne seras rien dans la cité. Et puis troisièmement, le troisième scandale, c'était la garde nationale. Là, il faut que je vous rappelle un peu les faits réels. Le roi avait cédé, peu à peu, on le voyait qui reculait, et puis le 12 juillet, poussé par sa femme du reste, il avait décidé de chasser Necker, qui représentait les idées nouvelles, et de constituer un gouvernement, comme on dirait aujourd'hui, de droite, avec le baron de Breteuil. Necker est renvoyé, ça fait du tumulte dans Paris, le roi lance un régiment allemand, le royal allemand, qui va faire quelques bousculades sur les Champs-Élysées, enfin c'est pas grave. Néanmoins, on voit que le roi est décidé maintenant à mettre un frein à la révolution. Alors, il s'était déjà constitué une municipalité avec ses affairistes, avec M. Bailly, par exemple, maire de Paris, qui est un personnage considérable, Lafayette aussi. Cette municipalité dit, c'est pas possible, il faut faire reculer le roi, on ne peut le faire reculer qu'en lui faisant peur. Alors, c'est la municipalité de Paris qui va distribuer, suivez-moi bien, qui va distribuer des armes aux petites gens. Ces petites gens à qui on va refuser le droit de vote, mais on leur demande d'aller se faire tuer devant la Bastille. Il y a 97 tués, 97 tués, qui sont tous des petites gens. Le roi va être effrayé, le roi va reculer, et on pourra reprendre la révolution. Mais
On est tellement inquiet dans cette bourgeoisie d'avoir fait appel au petit peuple en se disant « Attention, s'ils gardent leurs fusils, c'est un jeu pour nous ». Alors, à partir du 15 juillet, le lendemain de la prise de la Bastille, la municipalité annonce qu'elle donnera 40 sous à quiconque rapportera son fusil. Attention, qu'est-ce qu'ils gagnaient les gens à ce moment-là? Les jours où ils travaillaient, vous savez que c'était pas tous les jours, parce qu'il y avait non seulement le dimanche, mais des quantités de fêtes chômées, ils gagnaient environ 20 sols, disons 20 sous par jour. 1 livre ou 20 sous, parce qu'on disait francs ou livres. Eh bien, donner à ceux qui rapportent leur fusil 2 francs, 40 sous, c'est intéressant. Alors les fusils rentrent abondamment. Mais on se dit même, ce serait très ennuyeux que ces gens aient pris l'habitude d'avoir un fusil. Bien entendu, ils l'ont gentiment ramené, mais enfin, on sait qu'ils sont capables d'être dangereux avec un fusil. Alors, on avait créé d'abord ce qu'on appelle une milice bourgeoise. Et puis le nom paraîtrait un peu trop nu. On appellera ça garde nationale. Et cette première garde nationale qui est faite pour intimider le pouvoir, pour lutter contre l'armée du roi, l'armée par exemple le royal allemand, pour avoir une milice plébéienne, une milice du peuple, très rapidement. Cette milice, sous l'apparence de la garde nationale, va exclure tous ceux qui n'ont pas le droit de vote. On ne peut pas le faire brutalement parce que ça serait trop visible, alors on va commencer de manière oblique. On va commencer par dire, pour être de la garde nationale, il faut payer son uniforme. L'uniforme coûte 80 livres, 80 francs, pour des gens qui gagnent, quand ils travaillent, 1 franc par jour. Vous vous rendez bien compte que c'est une exclusion automatique. Par le moyen d'uniforme, on s'arrange pour que disparaisse cette présence des indésirables dans la garde nationale. Le 14 juillet 90, ça avait été la fédération. Il y a encore un thème banal là-dessus qui dit que la fédération était un consensus national, selon l'expression contemporaine, que c'était l'unité française, que dans cette grande fête du Champ de Mars, tout le monde se sentait épris de même sentiment, que le roi était très gentil, que le roi vient prendre la parole, prête serment et dit qu'il est tout à fait prêt à servir les nouvelles. C'est pas vrai. En réalité, qu'est-ce qui s'est donc passé ce 14 juillet, que l'on appelle fête de l'unité nationale? Ce sont des délégations de la garde nationale de province, parce que dans toutes les villes de province était organisée, à l'imitation de Paris, une garde nationale bourgeoise. C'est des délégations de ces gardes nationales qui viennent sur le Champ de Mars et qui montrent à la population parisienne, c'est nous qui avons les fusils, c'est nous qui avons les canons. Et là encore, Robespierre avait dit la vérité, parce que c'est un homme lucide, et il avait dit: tout citoyen armé est maître de celui qui ne l'est pas. Vous voulez donc diviser la nation en 2 classes, dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. Là, c'est exactement ça. Si l'on se reporte à ce qui se passe presque 1 an après, le 17 juillet 91, sur ce même emplacement du Champ de Mars. Qu'est-ce qui arrive donc? Entre-temps, s'était produit un événement considérable que vous connaissez très bien, c'est la fuite du roi le 20-21, nuit du 20 21 juin 91. Le roi avait menti, et il avouera dans sa correspondance, il ne peut pas faire autrement. Marie-Antoinette dit aussi, ces gens-là qui sont des gueux, les gens de la Réforme, on ne peut pas s'opposer à eux directement, alors on va faire croire qu'on leur obéit, mais nous allons aller chercher des troupes. Alors l'idée du roi, c'est pas du tout d'amener l'ennemi, l'extérieur, pas du tout. C'est d'amener des troupes fidèles, en particulier des mercenaires. Vous savez bien que dans l'Ancien Régime, il y avait à côté des troupes françaises des quantités de troupes qui ne parlaient pas français, qui étaient donc utilisables pour n'importe quoi. Appelons ça des robots, si vous voulez, appelons ça une légion étrangère. Alors le roi va chercher à Montmédy, sur sol français, des régiments étrangers, commandés par le général Bouillet, et avec ce général, il a l'intention de revenir sur Paris, entouré d'une puissante armée pour contraindre les gens à revenir à 1888, pour rétablir son absolutisme. Vous savez aussi que ça a échoué puisqu'il a été arrêté à Varennes. Et voilà que les meneurs du jeu sont extrêmement ennuyés de voir que le roi s'est mis dans un mauvais cas. Il a du reste écrit avec beaucoup de loyauté une lettre au président de l'Assemblée, ce roi. Il a dit: écoutez, non, je ne suis plus libre, aux Tuileries je suis comme une sorte de prisonnier, je veux rétablir l'ordre, par conséquent je m'en vais. Mais justement, je viens de vous le dire, les meneurs de jeu sont très ennuyés parce que la monarchie, pour eux, représente quelque chose d'essentiel, une espèce de palladium, de sauvegarde, enfin de garantie plus ou moins mythique de la propriété. Et la propriété, c'est la grande question. Une dame comme Madame de Staël, vous savez, qui est la fille Necker, a passé dans la poche. Et Madame Necker, Mademoiselle Necker, dira en 1816, le drame de 89, c'est que, je sais par cœur, vous savez, les gens de la classe ouvrière s'imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allait cesser de peser sur eux. Alors ces petites gens, que par bonheur on ne vote pas, et qui ne votent pas et qu'on n'admet pas à la garde nationale, il faut les surveiller en permanence. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Figurez-vous que la majorité de la constituante
va s'engager dans un mensonge incroyable, suggéré par Barnave. Barnave est un homme qui est de la clientèle des Perriers, des industriels de Grenoble, de l'Isère, et surtout par Lafayette. On va affirmer, vous m'entendez bien, on va affirmer que le roi a été enlevé. C'est colossal comme affirmation, puisque le roi a écrit un texte où il dit « je m'enfuis ». Non, vous savez, c'est pas sa faute, il a été enlevé par Bouillé. Et pour protéger ce roi, qui est très menacé, évidemment, parce que des tas de gens n'aiment pas ce qu'il a fait, on va déclarer sa personne inviolable. Alors c'est là où Robespierre trouve ça que c'est un peu rude. Il dit « mais enfin, c'est extraordinaire ce que vous venez de faire. Je crois que vous venez de décider qu'il y a un Français qui en aucun cas ne saurait être puni. » Et il dit encore, ironique et méchant, j'ai du mal comprendre. Vous ne sauriez, vous, représentant du peuple, vous calomnier ainsi vous-même. Vous n'avez pas pu décider qu'il y a en France un homme au-dessus des lois. Mais si, on a décidé qu'il serait au-dessus des lois, et par conséquent, on fait savoir aux gens qui protestent, aux passifs, qui voudraient se mêler de ce qui ne les regarde pas, et qui ont demandé qu'on vienne signer un manifeste sur le champ de Mars. Des feuilles sont préparées, il y a de l'encre, il y a des feuilles de papier, il y a de quoi écrire, pour demander la déchéance du roi. C'est extrêmement grave. Hein. Ce sont des gens qui sont exclus de la vie nationale, puisqu'on a dit vous ne votez pas, vous êtes des passifs, vous ne comptez pas. Et voilà que ces passifs se mettent à déclarer, à réclamer la déchéance du roi. Alors on va leur tirer dessus. Et brusquement, la municipalité de Paris, c'est-à-dire Bailly et Lafayette, ont décidé d'arborer le drapeau rouge à l'hôtel de ville. Vous savez, aujourd'hui, drapeau rouge, on pense révolution. Mais il faut bien savoir que le drapeau rouge, autrefois, représentait la loi martiale. Et lorsque Lamartine, le 25 février 88, va refuser le drapeau rouge, il le refusera en disant le drapeau rouge n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, tandis que le drapeau tricolore, etc., fait le tour de l'Europe, soi-disant. Oui. Attention, le drapeau rouge en 1791, ça signifie loi martiale, ce qui veut dire sommation, et si les gens n'obéissent pas à la sommation, on leur tirera dessus. Eh bien, il y avait une foule, c'était un dimanche, le 17 juillet, il y avait une foule, des petites gens, des pauvres gens, qui gravissaient, il y avait un grand escalier, au-dessus duquel il y avait l'hôtel du Champ de Mars, l'hôtel de la Fédération, et les gens signaient depuis le début du matin. Et puis, tout à coup, on leur annonce, attention, il y a la loi, on va vous tirer dessus. Eh bien, ça, on ne sait pas exactement ce qui s'est produit. Sans doute, on ne le saura jamais. Il y a eu un coup de feu. Tiré par qui? On ne sait pas. Toujours est-il que la garde nationale, qui est là en masse, va répondre par un feu roulant sur le peuple. Le gouvernement dira il y a eu 12 tués, c'est évidemment un mensonge. Robespierre, qui exagère toujours, dira il y a eu 2000 tués. Mais non, c'est pas vrai. Mais il y a eu beaucoup de tués. Et l'évaluation la plus modeste, une centaine de tués. Là, vous voyez, la garde nationale a tiré sur le peuple. Eh bien, c'est comme ça. Et Robespierre va être obligé de baisser la tête, parce qu'on ne l'écoute pas. C'est entendu, le roi est inviolable. Le roi va prononcer un serment menteur, un serment qu'il décide à ne pas tenir, le 14 septembre 91, en disant « J'admets la Constitution, je serai respectueux de cette Constitution ». Robespierre est battu, il a été battu sur les 3 terrains, il n'a pas obtenu la libération des esclaves, il n'a pas obtenu que l'on distingue les électeurs selon leur fortune, il n'a pas obtenu que la garde nationale soit ouverte à tout le monde, il s'est fait haïr, j'ai lu de près, j'ai demandé à lire, toutes les séances de l'Assemblée nationale. Et vous ne savez pas, il a parlé plus de 100 fois. Vous ne savez pas le nombre de fois où on l'empêche de parler. Je vais vous en citer une qui me revient encore aujourd'hui. Le Journal de Paris, qui est un journal plutôt neutre, il s'appelait comme ça, Journal de Paris, le 22 octobre 89, dit « Monsieur de Robespierre a demandé la parole ». Je cite par cœur, je le sais. Hein. On s'est rapidement aperçu qu'il voulait encore parler au profit des pauvres et on lui a coupé la parole. Alors il faut que vous rendiez bien compte que cet homme qui s'est fait haïr, qui s'est fait détester, on a même répandu autour de lui, sur lui, le mensonge qu'il était le neveu de Damien. Damien, ça vous dit rien, c'est en 1757. Robespierre n'était pas né puisqu'il va naître en 58. Damien avait lancé un coup de canif au roi, c'est vrai, le roi avait été égratigné, résultat, il a été écartelé. Alors la presse de droite, on ne disait pas droite et gauche, on dit le côté droit ou le côté gauche. Eh bien la presse du côté droit dit, c'est pas étonnant que Robespierre prenne cette attitude, ce député populomane, ce n'est autre que le neveu de Damien. Complètement mensonge. Mais il est vrai que dans les tribunes où le peuple pouvait venir, une grande popularité l'entoure. Et le jour où elle se dissout de cette constituante, c'est le 30 septembre, oui, c'est ça, le 30 septembre 71, Robespierre est acclamé par une foule qui veut même le porter en triomphe et il ne veut pas qu'on en entende parler. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est l'Assemblée législative prévue par la Constitution. Attention,
l'Assemblée législative, je ne comprends pas que Robespierre ait pu y mettre le moindre espoir, étant donné que c'est une chambre censitaire. Ne peuvent être députés, ne peuvent être représentants du peuple, non seulement que des gens qui sont élus par les possédants, mais qui eux-mêmes seront des riches. Étant donné que s'il faut payer l'équivalent de 3 journées de travail pour avoir le droit de vote, il faut payer l'équivalent, si on va bien, de 50 journées de travail pour être éligible. Par conséquent, il a en face de lui une chambre de notables, de messieurs considérables, de gens assis. Et il s'aperçoit que presque tout de suite, les gens qui vont être les meneurs du jeu, enfin les gens qui vont s'imposer, c'est un groupe que l'on appellera Girondins. On appelle Girondins un peu par abus, puisqu'il n'y en a que 3 qui sont des vrais députés de la Gironde. C'est Vergniaud, c'est Gadet, c'est Gensonnet. Mais se grouperont autour de ces 3 des ralliés qu'on appellera également des Girondins, quoi qu'ils ne soient pas de la Gironde. Ben, il y a qui donc? Monsieur Roland de la Platière, qui a pour époux Manon Roland, qui est une femme riche, qui a un très beau salon à Paris, rival du salon de Madame de Staël. Et il y aura Condorcet, l'ancien encyclopédiste, qui est un ami de Voltaire, un ami personnel de Voltaire, qui a fait un livre sur Voltaire et qui a dit que Jacques Rousseau était un monstre parce qu'il avait essayé de ressusciter l'Empire des Ténèbres. Il y a aussi Brissot qui est un journaliste, qui dirige un journal qui s'appelle Le Patriote, qui est très lu. Puis il y a Gorsa, puis il y a Carat. Enfin, ce sont des gens nombreux. Je vous donne l'avis de 2 personnages importants sur les Girondins. L'un est Lamartine et l'autre est Jaurès. Lamartine, que j'ai étudié de très près parce que je suis son compatriote, me connaît comme lui. Il lui est arrivé une drôle d'histoire. En 1843, il a commencé à écrire un livre qu'il voulait appeler l'histoire des Girondins, dans l'idée de mettre en vedette les Girondins pour les opposer aux montagnards. Dans sa pensée, au départ, les montagnards sont des gens qui vont faire la terreur, tandis que les Girondins sont des purs et durs, mais pas de sang sur les mains. Il va travailler beaucoup mieux qu'on imagine. J'ai un peu regardé ses instruments de travail, il a fait ses papiers. Lamartine a beaucoup travaillé, et il n'a publié qu'en 47 son livre. Et bien, figurez-vous, entre 43 et 47, il avait changé d'avis. Et que son livre va être en l'honneur des montagnards, et en particulier en l'honneur de Robespierre. Et il dit des Girondins. C'est Lamartine qui parle. Les Girondins étaient des gens parfaitement résolus à laisser substituer dans le fond de la société des iniquités, de sorte que la nation, au lieu d'avoir un seul tyran, en eut maintenant plusieurs milliers, c'est-à-dire les riches. Ce qui recoupait l'opinion de Robespierre. Robespierre avait dit on a détruit l'aristocratie nobiliaire, on l'a remplacée par l'aristocratie de la richesse. Voici l'avis de Lamartine. Et maintenant, plus brièvement, l'avis de Jean Jaurès dans son histoire socialiste de la Révolution française qui a commencé à apparaître en 1902, où il dit les Girondins, c'était, grosso modo, c'était une oligarchie de beaux parleurs et de bourgeois arrogants. Eh bien, ces gens, effectivement, sont très excités contre Robespierre, qui leur paraît très dangereux. L'Assemblée s'est réunie presque dès le lendemain de la réunion de l'Assemblée. Robespierre est visé parce qu'il prend position d'une manière qui déplaît beaucoup aux Girondins sur la question qui devient imminente et capitale, la question de la guerre. Pour la législative, nous sommes dans l'histoire législative, qui a été élue pour 2 ans, mais qui ne durera même pas 1 an, l'essentiel, c'est la guerre. Pourquoi? Eh bien, si nous nous reportons à ce cher Michelet qui avait l'habitude de l'emphase, il faut croire que vraiment cette guerre a été extraordinaire. Guerre sublime. C'est la 2e fois qu'il emploie ce mot. Si vous vous rappelez, le côté sublime de la Révolution pour Michelet, c'est qu'elle était désintéressée, ce qui n'est pas vrai. Alors maintenant, guerre sublime, guerre pacifique, écoutez bien, pour fonder la paix éternelle. Oh, le grand cœur de la France! Quelle tendresse pour le monde, quelle ardeur de sacrifice, et comme tous les biens de la terre pesaient peu en ce moment. Mais c'est du délire, étant donné que c'est encore une question d'argent. Quelle question d'argent? Eh bien, la banqueroute dont je vous ai parlé, comment s'en était-on tiré? Plus question de banqueroute depuis 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on avait saisi le bien d'autrui. Le bien d'autrui, c'était le bien de l'Église. Et en somme, moi qui suis catholique, je trouve ça parfaitement légitime. L'Église avait des biens monumentaux, et pour des chrétiens, ça n'était pas indiqué. Alors on met la main sur ces biens du clergé, c'est du reste Talleyrand, évêque d'Autun, qui le premier a dit « Ouais, prenez les biens de l'Église ». Alors avec ces biens qui étaient estimés à environ 3 milliards, vous m'entendez, à cette époque c'était énorme, on allait pouvoir s'en tirer. On ne pouvait pas acheter sur le marché totalement, immédiatement ces biens de l'Église. Alors vous savez ce qu'on avait fait? On les avait décidés, on les avait appelés biens nationaux, et ils seraient vendus. Et c'est la vente des biens nationaux qui va éviter la banqueroute. Mais ce qu'il faut que vous sachiez et que l'on ne sait pas, c'est pour employer une expression tout à fait contemporaine, mais qui va bien, la magouille, l'épouvantable magouille qui s'est passée autour des biens nationaux. Ça a été un gâchis, vous savez, et un pillage. Il suffisait d'être bien avec la municipalité qui vendait les biens nationaux pour les acheter pour rien, pour un morceau de pain. Même, on avait le droit de ne payer que par 12e, et comme vous allez voir que la signate dont je vais vous parler va se déprécier, une fois qu'on a payé en argent, en bon argent, on va payer les années suivantes avec de l'argent qui ne vaut plus rien.
Ce scandale épouvantable des biens nationaux a rapporté à beaucoup de gens, en particulier à un nommé Cambon. Vous allez en voir plusieurs fois, Cambon qui se fera donner les finances. Les Cambons sont des gens très importants dans le Languedoc. Ils font du tissu, ils sont à la fois des fabricants et des négociants. Ils étaient déjà riches. Mais c'est M. Gérard Walter qui a fait l'édition savante de J. Michelet dans la Pléiade. Gérard Walter qui le dit, il faut savoir à quel point des gens comme les Cambons s'étaient prodigieusement, vous entendez, prodigieusement enrichis avec les biens nationaux. Alors, on lance du papier-monnaie, comme vous savez, ça s'appelle de l'assignat, et l'assignat est garanti par les biens d'église. Nous voilà maintenant, sommes à l'automne 91, avec la législative qui débute. Savez-vous qu'il y a déjà pour environ 2 milliards d'assignats en circulation? Et comme les biens d'église sont évalués à 3 milliards, si on continue à tirer des assignats, c'est-à-dire du monnaie papier comme on le fait, très rapidement, l'assignat ne vaudra rien, par conséquent, c'est de nouveau la banqueroute. Alors comment faire? Comment faire pour éviter cette banqueroute? Eh bien, le ministre de la Guerre, Narbonne, qui a été pris le 7 décembre, je crois, et c'est le 14 décembre, il va parler à la tribune de l'Assemblée législative, et ce Narbonne, qui est un imbécile, va dire une gaffe, va faire un aveu extraordinaire, et que voici que, si l'histoire était ce qu'elle devrait être, si elle n'était pas l'histoire de bonne compagnie, on écrira ça en lettres rouges dans les livres scolaires. Le 14 décembre, Narbonne, ministre de la Guerre, dit « La guerre est indispensable, le sort des créanciers de l'État en dépend. » Eh bien, on ne peut pas être plus net, hein. L'État va de nouveau s'écrouler si on ne fait pas la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va reprendre de nouveau le bien d'autrui. C'est la bourgeoisie qui a fait cette révolution, elle ne veut pas payer. Elle a fait payer l'Église, c'est fini, il n'y a rien à grappiller du côté des curés. Mais par bonheur, il y a les voisins, il y a la Belgique, il y a la Rhénanie, tout ça appartient à l'empereur d'Autriche. Alors si on se jette sur la Belgique et la Rhénanie, ben on va prendre le bien d'autrui et on s'en tirera. C'est ça la vérité. Le roi est complètement d'accord. Et Robespierre se fait mal voir des Girondins parce que ces Girondins sont passionnés par cette guerre qu'ils annoncent en effet, Isnard par exemple, comme la guerre de libération de l'Europe, une générosité, nous sommes les hommes de la liberté, la France, on n'est pas d'égoïstes, on va répandre la liberté partout, alors que vous savez ce qu'ils veulent, c'est-à-dire prendre l'argent d'autrui. Et Robespierre va faire toute une série d'interpellations aux Jacobins, car j'ai oublié de vous dire qu'il n'est pas éligible. Il a demandé que tous les membres de la Constituante ne soient pas éligibles. Il ne peut parler qu'à la tribune des Jacobins. Et il va faire une série de discours pour dire qu'il ne faut pas faire la guerre. Pourquoi? Premièrement, dit-il, parce qu'il n'y a plus de cadre. Comment voulez-vous faire la guerre avec une armée qui n'a plus de cadre? Et effectivement, c'est vrai. Les officiers sont partis en grand nombre. Les officiers constituent ce groupe des émigrés de Koblenz, qui font du bruit, qui ne sont pas dangereux. Mais enfin, les cadres ne sont plus là. Deuxièmement, toujours Robespierre qui parle, ce qui reste de cadres, dit-il, ce sont des gens qui sont des amis du roi. Et en effet, c'est très vrai, on est obligé de reconnaître aujourd'hui que beaucoup de ces officiers qui étaient restés là, qui n'avaient pas émigré, renseignaient les émigrés. Et lui, Robespierre, il dit, vous avez détruit la noblesse, mais la noblesse règne toujours sur l'armée. Comment pouvez-vous admettre de laisser l'armée entre les mains des ennemis de la Révolution? Troisième remarque de Robespierre, et qui déplaît beaucoup aux Girondins, comment vous avez accepté que Lafayette soit chargé d'une de vos principales armées? C'est Narbonne qui a en effet décidé que les 3 grandes armées françaises seraient respectivement commandées par Rochambeau, qui avait aussi travaillé au soutien des Américains, par Luckner, qui était un vieux reître allemand au service de la France, et par Lafayette. Et Robespierre dit, mais c'est inconcevable. Lafayette, c'est l'homme qui a tiré sur le peuple. Vous n'allez pas accepter que cet homme ait un grand commandement. Il peut très bien retourner une partie de son armée contre Paris. Troisièmement, dit-il, c'est une diversion que vous voulez faire. Une diversion. Parce que vous savez bien que les questions essentielles du point de vue de la politique intérieure, c'est qu'il faut donner le droit de vote à tout le monde. Et deuxièmement, qu'il faut permettre aux pauvres gens d'entrer dans la guerre nationale. Et bien, dès qu'on aura fait la guerre, ou qu'on a déclaré la guerre, on ne parlera plus qu'aux affaires, on ne pensera plus qu'aux affaires nationales, on ne pensera plus à ces affaires intérieures qui, pour moi et pour tous les républicains, doivent être capitales. Troisièmement, dit-il, c'est pas possible ce que monsieur Condorcet nous a déclaré l'autre jour à la tribune. En effet, Condorcet, qui est un Girondin, a dit « Si nos soldats vont à l'étranger, comme ils sont les porteurs de la liberté, ils se conduiront avec la même dignité que s'ils étaient en France. » Et Robespierre dit « Mais enfin, soyons sérieux. Le premier mouvement d'une nation qui voit entrer chez elle des étrangers l'arme à la main, c'est de se défendre. Alors qu'on ne nous dise pas que nous avons des missionnaires de la République, personne n'aime les missionnaires armés. » Et enfin, dit Robespierre, écoutez, du moment que ce ministre, qui a été choisi par le roi, veut la guerre, avec le prétexte bien facile des émigrés, qui sont, paraît-il, très dangereux, que ces émigrés sont protégés par l'empereur d'Autriche, il faut donc faire la guerre à l'empereur d'Autriche. Mais si le roi
a choisi Narbonne, qui est un belliciste, c'est que le roi y trouve son avantage. Et là encore, malheureusement, je suis obligé de dire que Michelet a déliré quand il ose écrire en soi la cour, mais la guerre lui faisait une peur, virgule, une peur effroyable. Vous vous rendez compte? C'est le contraire, la cour ne désirait que la guerre, parce que le roi Louis XVI a changé d'optique. Vous savez que je vous le racontais qu'en juin 91, il est allé chercher des armées françaises à Montmédy. Ça avait raté. Alors maintenant il se dit, la seule chance que j'ai, c'est qu'une invasion se produise, invasion de mon beau-frère, puisque sa femme a pour frère l'empereur d'Autriche. Eh bien, si les Austro-Prussiens entrent, ce sont eux qui me ramèneront au pouvoir et ce sont eux qui rétabliront l'absolutisme. Parce que Robespierre dit cela, il est engueulé par les Girondins qui disent, voici pas le roi déteste la guerre, ce que va répéter Michelet, c'est pas vrai. Je vais vous apporter 2 preuves extraordinaires. Je vous disais tout à l'heure que c'était le 14 décembre que Narbonne avait avait lâché cette gaffe énorme. Il est indispensable parce que le sort des créanciers de l'État en dépend. Ce même jour, vous entendez bien, ce même jour, 14 décembre, Louis XVI écrit une lettre, publiée depuis, à Breteuil. Breteuil, c'était un ami, c'est celui qui avait essayé qui avait tenté de remplacer Necker le 12 juillet. Et à Breteuil, le roi Louis XVI écrit cette chose extraordinaire. L'état physique et moral de l'armée française est tel qu'elle est incapable de soutenir même une demi-campagne. Qu'est-ce qu'on appelait une campagne? Eh bien, vous savez, c'était 6 mois. On disait à ce moment-là qu'on ne peut faire la guerre que dans les mois d'été ou d'automne. On ne peut pas faire la guerre toute l'année, on ne peut pas la faire en décembre. Eh bien, l'état de la France, au point de vue de son armée, est tel qu'elle ne peut pas même soutenir une demi-campagne. Donc, vous entendez bien, donc, disait le roi, il faut faire la guerre le plus vite possible, parce que l'armée française sera détruite et que je pourrai faire ce que je veux. 2. Marie-Antoinette. Je viens de vous le dire, Marie-Antoinette a son frère qui est sur le trône d'Autriche. Elle écrit à son frère, carrément comme ça, le plus grand service que vous pourriez nous rendre, c'est de nous tomber immédiatement sur le corps avec vos plus puissantes troupes. Robespierre dit donc la vérité la plus crue, la plus pénible à entendre, à savoir que le roi est quelqu'un qui prépare le désastre des armées françaises. Il n'est pas entendu, d'autant moins que les Girondins sont très inquiets de ce qui se passe du point de vue social. Il y a une agitation, le pain est devenu cher. Dans plusieurs départements, il y a des troubles. En particulier, il s'est produit le 3 mars, pas loin de Paris, à Étampes, quelque chose de très dramatique. Les journaliers ont fait une protestation en disant, mais nos paiements nos salaires ne sont pas augmentés. Et le prix du pain augmente toujours. Le maire s'appelait Simoneau, un homme qui avait fortune dans les biens nationaux. Alors nous demandons à M. Simoneau d'indiquer un maximum du prix du pain. Le pain ne peut pas dépasser tant. Simoneau dit, pas question, il y a la liberté économique avant tout, moi je respecte la liberté économique, je ne veux pas intervenir entre l'offre et la demande. Alors ces gens s'étaient énervés, on a tiré, et le maire Simoneau a été tué. Alors c'est le martyr de la propriété, c'est un homme admirable. Et puis voilà qu'en effet, à Paris même, on s'inquiète, un Suisse qui s'occupe beaucoup trop des affaires françaises, qui s'appelait Mallet Dupont, va publier le 16 mars 92, dans le Mercure de France, un texte où il dit, propriétaire, ouvrez les yeux. Vous êtes tout prêt à tomber sous la faux de l'anarchie. Bon, alors ça veut dire qu'il faut faire le plus vite possible cette guerre de diversion dont parlait Robespierre. Le roi en est tout à fait d'accord. Le roi va appeler au pouvoir les Girondins. Il va appeler au pouvoir M. Roland, ministre de l'Intérieur, M. Clavière, qui avait dirigé une grande entreprise d'assurance de la vie à Paris, qui est un riche genevois. Son père a gagné beaucoup d'argent à Genève. Et puis, au point de vue de la guerre, il y aura Servan, ministre de la guerre, et bientôt il y aura un nommé Lebrun qui va prendre les affaires étrangères. C'est un ministère jacobin. Et ce ministère jacobin est là pour prendre la responsabilité de la guerre. Parce que l'Autriche, qui n'est pas passionnée par la guerre, la Prusse non plus, l'Autriche et la Prusse, qui ont les yeux fixés sur Catherine II à cause de la Pologne. Vous savez, il y avait déjà un premier partage de la Pologne. Les Autrichiens et les Prussiens ont très peur que Catherine II, de grandes dents, veuille avaler un très gros morceau de la Pologne. Alors, sur les affaires françaises, on verra plus tard. Pour l'instant, ce qui compte, les affaires de la Pologne. C'est pour ça que Marie-Antoinette s'exaspère contre son frère qui n'intervient pas. Toujours est-il qu'effectivement, il faut faire quelque chose. Alors, les Autrichiens disent, écoute, il faut laisser la responsabilité aux Français. Parce que, et ça c'est une chose importante et que l'histoire officielle ne dit pas, parce que les Austro-Prussiens sont absolument résolus à obtenir, écoutez-moi bien, des dédommagements sur la France. S'ils interviennent, ça leur coûtera quand même quelque chose, ils vont perdre des hommes, ils vont dépenser de l'argent pour leurs troupes. Alors ils sont absolument résolus à demander à la France une compensation. Et qu'est-ce que ça sera? Eh bien on le sait aujourd'hui, ils voulaient l'Alsace et la Lorraine. Ils voulaient ce que Bismarck voudra en 1871. Mais le roi est désaccord. Peu importe, on coupera un petit peu le territoire national, mais moi je serai rétabli dans mes droits absolus.
laissez-moi ouvrir là une parenthèse, j'ai étudié de près la guerre de 70-71, et vous savez peut-être que si au début la France possédante avait accepté cette guerre parce que c'était Napoléon III qui la commandait, mais parce que le 4 septembre, la République était revenue en France et que cette République faisait horriblement peur à une grande bourgeoisie possédante, on avait vu tous les généraux français, on avait vu toute la France possédante déclarer à Bismarck, faire savoir à Bismarck, nous sommes absolument d'accord, prenez Strasbourg, prenez Metz, mais intervenez de telle manière que la République soit abattue et que tous les risques de la propriété soient protégés. Bon, je ferme ma parenthèse et je reviens à cette attitude du roi. Le roi était persuadé qu'effectivement les armées se seraient battues. Le 20 avril, vous le suivez, le 20 avril 91, les Girondins déclarent la guerre, en disant c'est la dernière des guerres, hein. Nous connaissons ça en 1914. Eh bien, savez-vous que cette guerre qui est déclarée par la France le 20 avril 92, elle va durer 23 ans. Grâce à Bonaparte qui va se transformer en Napoléon, le même Napoléon qui en mars 1810 va oser cette affirmation, la guerre est la source de la richesse nationale, vous m'entendez bien, la guerre est la source de la richesse nationale, parce que pour Napoléon, les guerres c'est des razzias, c'est de prendre l'argent et le bien d'autrui. Ça va durer jusqu'à Waterloo. Ça commencera le 20 avril 92. Et ça commence très mal, comme Robespierre l'avait prévu. Il y a deux désastres, un désastre devant Mons, un autre désastre devant Tournai. Devant Mons, deux régiments soi-disant pris de panique et vraisemblablement commandés par des officiers royalistes se débandent, si bien que l'infanterie voit revenir une cavalerie désorganisée. Ils se précipitent sur l'île, ils se jettent sur leur général qui s'appelait Dillon et qui était évidemment un général traître qui était au service du roi et tue ce général. Puis ensuite, il y aura l'affaire devant Tournai. Devant Tournai, comme nos troupes sont également battues, le commandement donne ordre d'incendier les derniers faubourgs de Tournai. Alors, soi-disant, comme disaient les Girondins, on va se faire aimer, on va apporter la liberté à la Belgique, ce qu'on leur apporte, c'est l'incendie. Robespierre, qui est un bon français, ne va pas applaudir au désastre. Simplement, c'est ce que j'avais annoncé, mais il n'en tire pas gloriole. Il regarde simplement ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est que l'agitation grandit à l'intérieur de la France. Il y a les gens qui ont été... C'est le 13 juin. Le 13 juin, les Girondins ont été renvoyés. Le roi avait plus besoin d'eux, ils avaient déclaré la guerre. Alors on les remplace par un gouvernement de droite. Ils vont essayer de reprendre le pouvoir par une tentative populaire. C'est le 20 juin. Vous vous rappelez peut-être qu'à le 20 juin 92, la foule, les faubourgs, vont envahir la Tuileries, se conduire très mal, insulter le roi. Le roi est coincé dans l'embrasure d'une fenêtre. On lui met un bonnet rouge sur la tête, il l'accepte. On lui demande de boire un verre de vin, il boit au goulot pour montrer à quel point il est favorable au peuple. Mais il ne recule pas d'une ligne. Il ne rappelle pas les Girondins. 20 juin 92. Puis nous arrivons au 10 août 92, qui va être la chute de la monarchie. Par quel moyen? Parce que la reine Marie-Antoinette est exaspérée en voyant que son frère n'attaque pas. Parce qu'elle le supplie de faire au moins un manifeste qui punira les Parisiens. Et on va faire, de l'autre côté, il y aura le fameux manifeste de Brunswick, qui sera signé à Koblenz, l'endroit où sont les émigrés, par le duc de Brunswick, le 25 juillet 92. Et ce manifeste est en effet terrifiant, au moins on l'espère, puisqu'il est dit là-dedans que si les Parisiens se livrent à la moindre atteinte à la dignité ou à la sécurité de l'armée royale, de la famille royale, écoutez-moi bien, Paris sera livré à une entière subversion. C'était effrayant de dire ça, mais surtout c'était une gaffe, de nouveau, comme celle de Narbonne, parce que c'était dire à l'opinion publique, nous venons au secours du roi. C'était la preuve de la connivence entre le roi et les envahisseurs. Résultat, comme vous savez, 10 août, la population qui se précipite, c'est beaucoup plus sérieusement, et dans d'autres intentions que le 20 juin, le roi qui est obligé de chercher refuge à l'Assemblée qui ouvre les bras, Vergniaud, le Girondin, qui lui dit, mais sire, Sa Majesté, on va vous offrir le palais du Luxembourg, on va vous donner 500 000 francs, c'est pas mal, hein, 500 000 francs de rente, on va songer à un précepteur pour le prince impérial, mais il s'est constitué, vous le savez bien, une commune insurrectionnelle à l'hôtel de ville, dans laquelle se trouve Robespierre, qui jusqu'alors était resté silencieux, mais qui a confiance du peuple. Il a la confiance du peuple. Alors il fait partie de la commune. Et le roi, la commune va intervenir pour que le roi n'ait pas le palais du Luxembourg et qu'il soit enfermé, en somme, pratiquement prisonnier au temple. Et puis il est décidé que ça sera maintenant le suffrage universel, et ça sera une convention. Qu'est-ce que ça veut dire, convention? Mais c'est un mot emprunté à l'Amérique, qui était à ce moment-là dans tous les esprits. Convention, ça veut dire simplement assemblée. Comme on ne veut pas dire constituante numéro 2, on pourra dire ça pour Vatican I ou Vatican II, mais pas constituante. Alors on dira le prochaine assemblée s'appellera convention, ce qui veut dire simplement assemblée. Hein. Mais cette convention sera élue au suffrage universel. Alors ça, c'est très grave, et les Girondins sont très inquiets de ce qui va se produire, avec une garde nationale maintenant envahie de passifs, dirigée par un type impossible qui s'appelle Henriot, qui est un ancien commis d'octroi, et qui est un populacier,
qu'est-ce qui va se produire? C'est une très grande inquiétude de penser qu'il y a une convention élue par le suffrage universel. Les élections au suffrage universel. Ben, vous savez, il faut savoir ce qui s'est passé, c'était pas drôle. Les gens n'étaient pas du tout habitués au suffrage universel et il y avait des analphabètes en grand nombre en France. Combien d'électeurs potentiels? Ben, environ 6 millions. Il y avait 25 millions de Français. Les femmes ne votaient pas, parce qu'il faudra attendre 156 ans, avant que les femmes aient le droit de vote. Mais enfin, tous les mâles pouvaient voter. Et bien sur ces 6 millions d'électeurs, c'est pas même 2 millions, vous m'entendez bien, pas même 2 millions, donc un petit tiers qui a voté. Nous aurons un chiffre précis lorsqu'on va présenter la Constitution républicaine, en juin, 1 800 000, 1 800 000 votants, c'est tout. Je vous répète, sur 6 millions. Et puis là, je voudrais vous indiquer quelque chose qui est très peu connu et qui me frappe beaucoup. C'est la correspondance de Madame George Sand. Je n'ai aucune estime pour Madame Sand, en particulier à cause de ceci. Madame Sand était horriblement inquiète de la Commune à Paris, nous sommes en 71, des élections vont avoir lieu, et dans une lettre intime que j'ai retrouvée, qui est publiée, elle dit ceci. Les élections vont avoir lieu, heureusement, les paysans, mes paysans, elles des châtaignes de Nord, qui ne savent pas, pour la plupart, lire et écrire, automatiquement votent pour les gens installés, pour les riches. Ce sont les pauvres qui votent pour les riches. Et elle disait, mon département, l'Indre, est heureusement un des plus noirs sur la carte de l'analphabétisme, parce que les analphabètes suivent ceux qui leur paraissent éblouissants, c'est-à-dire les nantis, les possédants, les installés, le notaire, le maire, autrefois le curé. Eh bien, c'est exactement ce qui s'était produit au moment de la Convention. C'est la première fois que des gens étaient invités à voter, ils votaient pas, ou ceux qui votaient pour le monsieur du coin qui semblait être cultivé. Ça voulait dire le nouveau propriétaire, c'est-à-dire non plus les nobles qui sont partis, qui sont en émigration, mais ces bourgeois qui se sont emparés des biens nationaux et qui sont devenus les nouveaux notables. Si bien que cette Convention nationale, qui a laissé un souvenir auprès de certains éblouissant, cette Convention qui paraissait encore si étonnante à Victor Hugo, que je respecte pourtant beaucoup, cette convention qui lui paraissait comme un Sinaï entouré d'éclairs. Vous vous rappelez, dans Les Misérables, il y a ce conventionnel à qui l'évêque Myriel va demander sa bénédiction, parce que un conventionnel, c'est quelqu'un qui a sacrifié tout à la République. C'est pas vrai. De quoi est-elle composée? Elle est composée de nouveau de notables, de gens installés, de gens riches. Ce sont des possédants. D'autre part, il a été admis que les anciens membres de la Constituante, comme les anciens membres de la législative, peuvent de nouveau être éligibles. Si bien que sur les 750 députés, savez-vous qu'il y aura combien de représentants du peuple, du prolétariat? Deux sur 750. L'un s'appelle Armonville et les quarts d'heure de laine à Reims. L'autre s'appelle Noël Pointe et il est ouvrier à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. 2 sur 750. Et alors vous avez plus de 100 de gens qui ont appartenu à la législative, mettons 120 en comptant ceux qui ont appartenu aussi à la Constituante. Et un homme comme Sieyès qui était l'inventeur, vous le savez, de la distinction entre les actifs et les passifs, le voilà de nouveau député. Voilà un homme comme Boissy d'Anglas, qui est député, qui est favorable et entièrement favorable, qui le dira le temps venu, au rétablissement du sens. Alors Robespierre, vous voyez bien ce qui allait se produire, et à Paris, il s'est conduit d'une manière, je suis là pour dire la vérité, d'une manière très antidémocratique. Il avait horriblement peur que les notables dans Paris même prennent le haut du pavé. Alors il va pas respecter du tout le suffrage universel, il va déclarer inéligible et même écarter du droit de vote les gens qui ont fait partie de ce qu'on appelait les feuillants, dont je ne vous ai jamais parlé parce que c'est peu de choses. Les feuillants, c'était une sécession des Jacobins, c'était des Jacobins de droite. Eh bien, quiconque a fait partie des feuillants, quiconque a été ouvertement de droite, est exclu du scrutin. En plus, Robespierre va faire ceci qui est tout de même assez raide. Il va obliger les gens à voter publiquement et à voix haute. Par conséquent, ceux qui votent mal peuvent se faire engueuler par le peuple qui est là. Toujours est-il qu'il y a très peu, vous savez, c'était des élections en 2 temps, il y aura très peu d'électeurs le jour où il va être élu, il y aura 526 électeurs et il aura 338 voix, 338 voix, ce qui prouve qu'il n'a pas une majorité, mais toute la représentation de Paris sera gauche, et même extrême gauche, parce qu'on procédera chaque fois avec les mêmes moyens d'intimidation pour que la droite ne puisse pas se faire entendre. Alors nous avons de cette Assemblée nationale, de cette Convention nationale, nous avons une représentation parisienne, entièrement de gauche, très affirmée à gauche. Et tout le reste, vous m'entendez bien, tout le reste, ça sera une représentation de droite et conservatrice. Tout le reste. Y compris les Girondins, qui de nouveau sont là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les Girondins attaquer tout de suite Robespierre, vous m'entendez? Elle s'est réunie le 21
septembre, 25 septembre 92, et le 25 septembre, ils n'ont pas pris de réserve, hein, le 25 septembre, Rebecqui, qui est un député girondin de Marseille, attaque personnellement Robespierre en disant « Attention, c'est un personnage très dangereux, favorable à l'anarchie ». Le 29 octobre, c'est Louvet, un des grands ténors des Girondins, qui va attaquer aussi Robespierre en disant « Méfions-nous de lui, c'est quelqu'un qui cherche la dictature et la toute-puissance ». Eh bien, vous savez, il y avait un problème, du moins qui était réglé pour l'instant, c'est qu'il n'y a plus de danger militaire. J'ai esquivé ça la dernière fois, dans la première partie de mon exposé, mais il faut que je vous en parle maintenant. Les Austro-Prussiens s'étaient quand même décidés à une offensive, malgré le peu de goût qu'ils en avaient. Ils avaient décidé que le marché derrière Brunswick, qui n'était pas enthousiaste de la guerre, ils ont obtenu des succès, puisque Longueville a capitulé, puisque Verdun a capitulé, mais que, par bonheur, Danton a sauvé la situation. Danton est un personnage jusqu'alors de second plan. Tout à coup, grâce à la commune insurrectionnelle, il est devenu un personnage de premier plan, mais il va rendre de grands services aux Girondins. Les Girondins sont épouvantés par la question de la propriété. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont des anarchistes, ce sont des gens qui vont nous voler. Alors Danton va faire un discours le jour même où la Convention se réunit, en disant, quant à la propriété, sous toutes ses formes, écoutez-moi bien, elle sera maintenue éternellement. C'est un mot qu'on emploie peu dans le langage logique et juridique, mais Danton l'a employé. La propriété éternellement sera garantie, quelle qu'elle soit, propriété individuelle, commerciale ou industrielle. Alors il rassure. Danton est en effet du gouvernement, à côté des Girondins, mais c'est la caution. C'est un homme qui arrange les choses, et en particulier, il les a arrangées du point de vue menaçant, du point de vue militaire. Puisque vous avez vu avancer les Austro-Prussiens, est-ce que vous savez ce qui va se passer? Eh bien, le 2 septembre, c'est pas encore la Convention, c'est la fin de législative, le 2 septembre, Danton va prononcer un discours qui lui vaudra sa célébrité. Et c'est le Danton du 2 septembre qui est sur toutes les statues en France. C'est l'homme qui dit de l'audace, encore de l'audace, et la patrie sera sauvée. C'était une plaisanterie. Parce que ce que voulait Danton, il voulait obtenir des engagements. Il voulait obtenir que des volontaires se précipitent sous les drapeaux qu'on avait organisés pour souscrire un engagement pour aller se battre. Et Michelet lui-même, qui pourtant aime bien Danton, reconnaît Danton opérer ainsi un allègement, vous attendez, un allègement de la population parisienne. C'est-à-dire qu'il poussait du côté de l'armée des gens qui socialement seraient très dangereux, c'est-à-dire les jeunes prolétaires. Et alors ces gens vont aller s'engager, on ne parlera en effet que de la guerre, une guerre conduite par Danton avec beaucoup d'habileté, parce qu'il va s'arranger, avec les Prussiens. Et je sais très bien ce qu'il leur a dit, quoi qu'on ne l'affirme pas, mais aujourd'hui je peux vous dire, parce que c'est sérieux. Ils ont dit, il a fait savoir aux Prussiens, Danton, attention, ne vous avancez pas trop vers Paris, parce que vous voyez ce qui vient de se produire. Qu'est-ce qui vient de se produire? Eh bien, à la nouvelle que les Autrichiens avançaient, les gens qui étaient emprisonnés, les royalistes, manifestaient leur grande joie. Comme quand ils avaient de l'argent, ils pouvaient obtenir des festins à l'intérieur de la prison, et ils le faisaient. Les voilà qui, le 1er septembre, le 2 septembre, poussent des cris de joie, en se félicitant, en disant, on va être délivrés, à bas la République, à bas la gauche. Alors, il s'est produit que la commune avait envoyé des délégations qui allaient procéder au massacre de septembre. Michelet dit encore, c'était 300 ou 400 ivrognes, mais pas du tout. C'était organisé très scrupuleusement, vous savez. Dans chaque prison, il y avait une espèce de petit jury populaire qui s'installait, et on disait, celui-ci ou celle-là, on la tue, on le tue, ou bien celui-ci ou celle-là, on le délivre. Pendant 4 jours, il y a eu à Paris des choses affreuses qui s'appelaient les massacres des prisons de septembre. Alors, Robespierre n'avait du reste osé rien dire. Il désapprouvait. Danton, qui est le ministre de la Justice, ne disait rien. Pétion, qui était maire de Paris, ne disait rien. Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un tel soulèvement populaire que il fallait attendre que ça passe. Mais alors, ce que Danton avait fait du côté des Prussiens, c'est de leur dire, écoutez, je ne peux plus garantir la vie du roi. Il est au Temple, comme vous savez, dans cette prison du Temple. Si vous vous approchez de Paris, vous allez voir. La plèbe, le petit peuple, les prolétaires vont se jeter sur le roi, vont tuer le roi. Alors je vous en prie, n'avancez pas trop, parce que vous-même, qui êtes venu pour sauver le roi, vous allez le conduire à sa perte. Alors le roi de plus avait dit, c'est entendu, on va s'arrêter, mais comme il fallait tout de même s'arranger pour donner le change, alors on avait fait le simulacre. Et je sais ce que je dis. Le simulacre de Valmy. On m'a appris, là, qui est petit élève de classe enfantine en France et de classe secondaire, on m'a dit, c'est le premier grand succès de la République. D'abord, c'était pas encore la République, parce qu'elle n'est pas proclamée, c'est le 20 septembre, la République sera proclamée 2 jours plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous savez bien, vous ne savez pas, qu'il n'y a pas eu de bataille de Valmy. Il y a eu échange de coups de canon.
Mais la fameuse infanterie prussienne, redoutable et redoutée de Danton, avait ordre de ne pas bouger, et l'infanterie française d'attendre l'attaque de Nîmes. Si bien qu'il y avait deux puissantes armées qui se faisaient face, mais il n'y a jamais eu de combat corps à corps. Il n'y a pas eu d'offensive prussienne, il n'y a pas eu d'offensive française, on a tiré des coups de canon, on a tué du monde, il y a eu environ 500 tués à coups de canon, et c'est tout. Et dès le lendemain, donnant la parole, fidèle à la parole qu'ils avaient donnée, les Prussiens commencent à se retirer. Si bien que le 1er octobre, il n'y a plus de Prussiens sur le sol français. Et même, il y avait à cause des volontaires qui avaient du cœur au ventre, Jemmapes, qui est une victoire remportée le 6 novembre, la Rhénanie se défend très peu, Speer, Worms, Francfort même, sont pris, Mayence également, enfin ça va très bien, la situation extérieure française est excellente, et Nice et la Savoie offrent leur annexion à la France. Bon. Donc ça va bien. Mais il y a un problème immédiat, qui est le sort du roi. Robespierre a pris position pour la peine de mort. Et c'est intéressant de savoir qu'il ne l'a pas fait le premier. Saint-Just l'avait fait quelques jours auparavant, le 13 novembre, et Robespierre, c'est le 3 décembre 92 qu'il a pris position. Il faut savoir que c'était Robespierre qui, du temps de la Constituante, avait demandé l'abolition, vous entendez bien, l'abolition de la peine de mort dans la justice française. Et son raisonnement était le suivant. Lorsque quelqu'un qui est un criminel est en prison, ça serait un assassinat gratuit que de tuer cet homme qui est maintenant sans défense. Il n'est plus dangereux, puisqu'il est emprisonné, il pourra être emprisonné à vie, mais je ne vois pas pourquoi on le tuerait. Ce serait une vengeance qui n'a pas de raison d'être. Et cependant, voilà le même Danton maintenant qui prend position pour la peine de mort au sujet du roi, en disant, il ne s'agit pas de jugement, il n'y a pas de procès à faire, il n'y a qu'un constat à enregistrer. Vous n'êtes pas des juges, dit-il au conventionnel, vous êtes des hommes d'État. Et au point de vue de l'État et de l'intérêt de l'État, vous êtes obligés. Il faut faire disparaître la personne du roi. Parce que tant que le roi sera vivant, il sera un danger pour la République. Parce qu'il représentera un espoir positif, non seulement à l'intérieur, mais pour les royalistes qui peuvent se dire, mais il est encore là, mais même du point de vue extérieur, parce que, le dit-il de manière allusive, mais aujourd'hui on peut comprendre, le roi peut servir aux intérêts de ceux qui ne veulent pas d'une guerre réelle. En effet, il ne visait peut-être pas publiquement Danton, mais il savait très bien que Danton avait fait savoir aux Prussiens, si vous avancez, c'est le sort du roi qui est tombé. Il faut faire disparaître le mythe royaliste. Et vous savez bien aussi, je l'ai dit je crois une première fois, que l'idée de la monarchie était jointe dans beaucoup de pensées à l'idée de la propriété. Le roi était une espèce de garantie mythique de la propriété. Il faut faire disparaître ça. L'idée aussi que le roi dépend, enfin, que le roi a un droit divin. Il n'y a pas de droit divin, disait Robespierre. Alors si on coupe la tête du roi, on coupe la tête à l'idée monarchique en France. Voilà pourquoi il va le faire. Les Girondins vont faire tout ce qu'ils pourront pour garder le roi à cause de la personnalité mythique dont je vous ai parlé. Ils vont demander une consultation nationale. Robespierre s'y oppose avec de mauvais arguments. Ils vont demander un sursis une fois que la peine de mort qu'ils n'ont pas osé voter contre. Quand la peine de mort a été votée, Robespierre s'oppose de nouveau au sursis, et le 21 janvier 93, le roi Louis XVI est décapité dans une exécution morne. Quelquefois on nous raconte qu'il y a eu de grands cris vive la République, ça n'est pas vrai. Les documents contemporains que je possède disent, les gens ont regardé, n'ont rien dit, un grand silence. Le roi a essayé de parler, et vous savez qu'on lui a, un roulement de tambour lui a couvert la voix, c'est tout. Ça s'est passé d'une manière triste. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Convention? Il se passe que je vous l'ai dit, Robespierre est la cible, véritablement la cible des Girondins. Le ministère de l'Intérieur est possédé par ce nommé Roland. Roland a créé ce qu'il appelle le bureau de formation de l'esprit public. Vous entendez, bureau de formation de l'esprit public. Et il répand à travers la France des libelles, mais ininterrompus, il fait des articles, des petits textes contre la députation de Paris et contre Robespierre personnellement, représenté comme l'homme le plus dangereux. Le 1er mars, voilà que tout à coup, les Austro-Prussiens, qui ont repris du poil de la bête, attaquent. Notre situation politique et militaire était très bonne. Dumouriez s'était emparé de toute la Belgique. Le 14 novembre, il est entré à Bruxelles. Le 29 novembre, il était entré à Liège. Nous possédions, enfin la France possédait la Belgique, elle se préparait même à annexer. Mais voilà, tout à coup, et un peu à l'improviste, les Autrichiens attaquent. Et du côté d'Aix-la-Chapelle, les forces que Dumouriez y avait laissées, lui s'occupait d'entrer en Hollande, ces forces dirigées par le général Miranda, sont bousculées. Si bien que le 8 mars arrivent à Paris des nouvelles déplorables. On dit Liège va être perdu, et c'est une ruée des Austro-Prussiens devant nous. Nous sommes en présence de 2 journées que j'appellerai énigmatiques. J'ai beaucoup travaillé là-dessus.
j'ai lu tout ce qu'on peut lire, je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, la question est très loin d'être éclaircie. De journées opaques, qui sont les journées du 8 et 9 mars 93, où je serais incapable de vous dire quel a été le comportement de Danton. Et Robespierre n'en parlera pas. Il dirigeait à ce moment-là une publication hebdomadaire qui s'appelait « Lettres de Maximilien Robespierre assez commettant », copiant d'ailleurs ce qu'avait fait Mirabeau, qui lui aussi écrivait comme ça assez commettant. Et bien, au début d'avril, Robespierre va consacrer un numéro à ce qui s'est passé aux événements de mars, et après avoir annoncé qu'il allait parler des événements de mars, il n'en parle pas. Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, qu'il y a eu commencement de mouvement populaire, qu'on se demande si Danton n'était pas derrière, qu'à ce moment-là, il y avait une tragédie du côté de Dumouriez, que Dumouriez va aller beaucoup plus loin que Lafayette. Lafayette, lui, ne veut pas servir la République, alors il a démissionné, il s'est retiré, il s'est même fait prisonnier des Autrichiens, tandis que Dumouriez va passer à l'ennemi, il s'est fait battre, il a reçu une défaite, il a essuyé une défaite à Neerwinden, et il va aller trouver les Autrichiens, et il va mettre, écoutez bien, son épée au service de l'Autriche. Donc c'est exactement un traître. Cependant, Danton a protégé Dumouriez jusqu'au bout, et tout ce qui a résulté de cette vaguement tentative d'insurrection des 8 et 9 mars, c'est que le 10 mars, Danton va faire voter l'institution du tribunal révolutionnaire. Ce tribunal révolutionnaire que Danton fait créer personnellement le 10 mars 93, c'est ce tribunal révolutionnaire qui lui fera couper la tête un an plus tard. Robespierre se préoccupe de la Constitution, puisque la Convention est là qu'une constituante numéro 2 pour faire une Constitution républicaine, et il voudrait que soit modifié le droit de propriété. Et il prend un exemple. Premier exemple est de la liberté. Vous savez bien que la liberté a pour limite la liberté d'autrui. Réfléchissons maintenant au droit de propriété, et j'évoque devant vous, disait-il à la tribune, ce vaisseau, je me trompe, ajoute-t-il, non, ce cercueil flottant, où sont entassés des hommes, des femmes et des enfants à la peau noire. Vous n'avez pas détruit la traite des Noirs. Alors le propriétaire de ce bateau, quand on lui demande quelle est votre propriété, il montre ce bateau, en disant ceci est ma propriété. Et Robespierre ajoute, vous pensez bien que ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut être la propriété d'autrui. Je demande donc que dans la prochaine Constitution, le droit de propriété soit ainsi rédigé, ce droit de propriété ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l'existence de nos semblables. Eh bien, les Girondins sont naturellement fous furieux contre lui. Il faut savoir que les Girondins avaient une doctrine là-dessus. Cette doctrine, c'était le libéralisme économique impitoyable, puisque Roland, ministre de l'Intérieur, quand on lui avait demandé ce qu'on peut faire pour essayer de limiter les disproportions monstrueuses entre les riches et les pauvres, avait dit, quant aux affaires économiques, la seule chose que peut se permettre le gouvernement est de déclarer qu'il n'interviendra jamais. Vous entendez que le gouvernement n'interviendra jamais sur des questions économiques. Alors voici Robespierre qui se mêle de toucher à la propriété qui est l'arche sainte, enfin, qui est la chose à laquelle on ne touche pas, si bien qu'il n'obtiendra rien, et que les conventionnels girondins vont déclarer simplement ceci, le droit de propriété est celui de jouir et de disposer à son gré de son bien. La tension entre lui et les Girondins ne va pas cesser de croître. Les Girondins sont de plus en plus inquiets de ce qui peut se produire à Paris. Il y a derrière Robespierre, il y a les faubourgs. Il faut bien se rendre compte que si le Marais, c'est-à-dire le centre, qu'on appelle aussi le ventre, qu'on appelle la plaine, tout simplement, si ces gens-là, qui sont l'immense majorité de la Convention, n'osent pas bouger, c'est qu'ils ont peur de ces faubourgs qui soutiennent Robespierre. Robespierre est l'élu des petites gens de Paris. Par conséquent, tant qu'il aura l'appui des faubourgs, on ne peut rien faire contre lui. Mais c'est tout de même très dangereux, c'est invraisemblable que Paris ne soit pas réduit, comme disait un de ces Girondins, à son 83e d'influence. Il y a 83 départements, ben Paris n'est qu'un département parmi les autres. Et au mois de mai, les Girondins vont se permettre une offensive, une agression, enfin, contre la Convention en disant il faut appeler au secours la province. Là, vous voyez des gens comme Cambon, qui avait dit lui-même « J'ai un heureux habitant du Midi. Si vos propriétés sont menacées, levez-vous. » Maintenant, vous avez Pétion qui était autrefois un homme acclamé comme Robespierre, maire de Paris, et qui est devenu un homme de droite. Il s'adresse aux, entre guillemets, braves habitants de Paris, vos propriétés sont menacées. Voici maintenant Vergniaud, écoutez bien, homme de la Gironde, levez-vous. Plus une minute à perdre, sous peine de voir se dissoudre tout le corps social. Louvet, qui avait accusé Robespierre de viser à la dictature.
Louvet prononce maintenant un discours en appelant à la guerre sainte contre les brigands. Les brigands sont ceux qui parlent d'une modification de la propriété. Gadet va dire échafaud aux détrousseurs. Et le 25 mai, Isnard, qui est un parfumeur, comme on dit, c'est-à-dire à grâce à un entrepreneur de parfumerie, Isnard va faire un discours invraisemblable à la tribune de l'Assemblée. Le même Isnard qui avait dit c'est une guerre pacifique, nous allons apporter la liberté à l'Europe. Isnard dit, si jamais il est porté atteinte à la propriété dans Paris, toute la France se lèvera, détruira la ville de Paris à ce point, disait-il, parce qu'il est lyrique, à ce point que quelques temps plus tard, quelques années plus tard, on se demandera si jamais une cité a existé là. Le Girondin Isnard est en train de répéter le manifeste de Brunswick, vous vous rappelez, 25 juillet 92 de Koblenz, s'il est porté atteinte à la famille royale, Paris sera livré à une entière subversion. Et bien maintenant, c'est un Girondin Isnard qui annonce la destruction, l'anéantissement de Paris si on touche à la propriété. Évidemment, ça n'est plus tolérable. Et Robespierre, qui est un homme de paix, qui n'est pas du tout un anarchiste, Robespierre va dire, et ce n'est plus possible, j'appelle à l'insurrection. Attendez, à l'insurrection parlementaire. Il ne demande pas que le peuple se lève contre la Convention. Il veut un respect de la Convention. Mais en réalité, le peuple va se lever. Le 30 mai et le 2 juin, la Convention va être investie. Henriot, avec ses gardes nationaux plébéiens, va même diriger ses canons contre les conventionnels. Robespierre va être mal écouté lorsqu'il dira n'allez pas trop loin, et surtout ne pas toucher à la vie de ceux dont nous allons prononcer la déchéance. Une insurrection parlementaire en ce sens que c'est la Convention elle-même qui va s'amputer d'un certain nombre de députés. Il y en aura 32, simplement 32, qui vont être mis à l'extérieur. C'est tout de même un attentat à la représentation nationale. Michelet va déchirer ses vêtements, il va dire c'est le grand crime de la Révolution, c'est le moment où la Révolution a mal tourné. Mais Lamartine, dont je vous ai parlé, Lamartine dira encore 6 mois de ce gouvernement et c'en eût été fini de la France et comme nation et comme république. Robespierre est indulgent à l'égard de ces conventionnels qu'il rejette. On a parlé d'exécution et il a dit surtout pas. Je vous demande simplement qu'ils soient assignés à résidence dans leur domicile parisien et que s'ils donnent leur parole d'honneur de ne pas quitter Paris, on les laisse en liberté. Vous vous doutez bien que la plupart du temps, cela va se sauver, sauf un homme comme Vergniaud qui a donné sa parole d'honneur et qui la tiendra, ce qui lui coûtera la tête. Mais la plupart des Girondins, après avoir promis qu'ils ne bougeraient pas, s'en vont en province et ils vont faire ce qu'ils avaient annoncé. Ils vont essayer de soulever la province. Or, il y avait déjà un drame qui commençait en Vendée. C'est le 11 mars 93, qu'on avait décidé, non, on l'avait décidé au début de mars, une levée, non pas en masse, une levée de 300 000 hommes à Machecoul, en Vendée, enfin Loire-Inférieure. Les Vendéens, les réactionnaires s'étaient jetés contre les républicains, ça avait commencé par un carnage de républicains. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle avec joie de certains côtés du génocide qui serait opéré en Vendée. C'est absolument vrai que les républicains s'y sont souvent très mal conduits et ont fait un carnage. Mais il ne faut pas oublier que ça a commencé par un carnage de républicains à Machecoul le 11 mars. Alors la situation est très dramatique parce que voilà la Vendée en feu et voilà les Girondins qui vont essayer de soulever les départements contre Paris. À Lyon, par exemple, il y avait une municipalité républicaine et elle est renversée par la bourgeoisie. Lyon se met en sécession. À la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, si vous voulez, 93, 60, vous entendez bien, 60 départements sur 83 sont en état d'insurrection. Le 10 juillet 93, il y avait un renouvellement du comité de salut public. Ce comité avait été élu le 6 avril et dans des conditions assez curieuses. Danton avait fait le 1er avril un discours déchaîné contre les Girondins. Puis le 4 avril, il avait été tout gentil, tout conciliant, il avait dit rapprochons-nous fraternellement. Si bien qu'un comité de salut public, c'est la première fois qu'il apparaissait, s'était créé le 6 avril avec Danton à la tête. Danton vedette, Robespierre n'en fait pas partie, et encore même non pas des Girondins puisqu'ils auraient été exclus, mais les amis des Girondins. Comité de salut public qui se conduisait fort mal, qui ne faisait rien d'intéressant, qui au point de vue de la Vendée se conduisait très mal parce que on avait envoyé là-bas le général Westermann, qui était un personnage suspect, et qui avait levé à Paris des volontaires à 500 livres, d'où le ridicule, ces volontaires à 500 livres, 500 francs immédiatement pour quelqu'un qui allait combattre en Vendée. La plupart de ces gens qui appartenaient, hélas, à la racaille parisienne, avaient considéré la Vendée comme un lieu de pillage et de viol, si bien que les troupes républicaines se faisaient régulièrement battre. Ce malheureux comité de salut public ne faisait rien d'efficace, et le 10 juillet 93,
renouvellement. Le comité de salut public doit être renouvelé tous les mois. Le 10 juillet, c'est le renouvellement. Et alors là, figurez-vous que Danton décide de se retirer. Pourquoi? Oh, vous savez, comme il fait, Danton, c'est un homme qui parlait beaucoup de choses sexuelles, et comme il venait de se remarier, il avait perdu sa femme en février, en juin, il s'était remarié avec une gamine qui avait pas 16 ans. Alors il disait, oui, il aimait beaucoup taper sur le ventre de ses copains, et tutoyer alors tout le monde. Et il disait, mais j'ai tellement de choses à apprendre de cette petite, foutez-moi un peu la paix, laissez-moi vivre ma vie d'homme marié. En réalité, c'est que Danton trouve que la situation est très dramatique, qu'il y a toutes les chances que ça tourne mal, et qu'il se réserve. Il ne veut plus de responsabilité, il veut se mettre dans la coulisse. Le 10 juillet, entre au comité de salut public 3 amis de Robespierre. Il y a Saint-Just, il y a Couthon, et il y a Jean Bon Saint-André. Je vous en parle peu parce qu'il suivra la Révolution, mais il était vraiment robespierriste. Et ils disent à Robespierre, voilà que Danton se retire, écoutez, c'est votre place. Et Robespierre refuse. Robespierre n'entre pas au comité de salut public, alors on lui ouvre cette porte le 10 juillet. Pourquoi? Eh bien, vous savez, première chose à vous dire, et qui sera importante, puisque nous étudions la personne même de Robespierre, c'est un homme malade. Il a des mouvements convulsifs, des yeux, du cou, des épaules. Il a certainement un déséquilibre nerveux. Et d'autre part, c'est un homme qui est en très mauvaise santé, qui est obligé assez souvent de prendre des congés réguliers. Et je me risque un peu, puisque je ne sais pas. Mais je penserais volontiers qu'il avait ce que l'on appelle alors la phtisie, qu'on appelle aujourd'hui la tuberculose. Alors il dit, ce n'est pas avec la santé que j'ai que je peux prendre la responsabilité pareille. Nous sommes le 10 juillet, et le 12 juin, Robespierre, au Jacobin, a dit, je pense que je serai conduit à démissionner. Tiens, il veut démissionner, à cause de sa santé. Et le 10 juillet, on dit, il veut te placer là, il dit non. Mais voilà que le 27 juillet, vous me suivez, le même mois, 27 juillet, une vacance se produit au comité de salut public, et Robespierre va dire oui. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont passé? Ben, à mon avis, il s'est passé le 13 juillet. Le 13 juillet, Marat a été assassiné. Vous savez bien, il a été assassiné par une Charlotte Corday, qui s'est conduite d'une manière ignominieuse, parce qu'elle savait que Marat était un homme très généreux, et qu'elle lui a fait passer un billet disant, je sais bien qu'il suffit d'être malheureux pour être accueilli par vous. Alors le pauvre Marat, qui était dans son bain parce qu'il avait des ulcères, et qu'il avait un bain tiède, fait entrer la jeune fille, qui immédiatement sort un poignard et le lui enfonce dans le cœur. Elle avait bien étudié l'anatomie. Alors Robespierre se dit, voilà une mort intéressante, une mort qui signifie quelque chose. Voilà un martyr républicain. La mort de Robespierre sert nos idées. Et moi je suis probablement condamné à mourir rapidement. Et il va le dire, je ne suis pas fait pour vivre longtemps. Et si je prends la parole, dit-il, le 14 juillet, le lendemain de la mort, c'est parce que je me sens promis aux honneurs du poignard. Je me sens promis aux honneurs du poignard. Et quand il dit ça, il n'est pas loin de la mort, en effet. Alors j'ai l'impression que si Robespierre accepte le 27 juillet ce qu'il a refusé le 10 juillet, c'est parce qu'il veut mourir en combattant plutôt que de mourir bêtement dans son lit. Il se constitue cible, puisqu'il dit « je m'attends moi-même à avoir les honneurs du poignard ». Eh bien, regardons-le de très près, parce que ce 27 juillet 93, il a très exactement 365 jours à vivre, puisqu'il va tomber le 27 juillet 94. Alors voilà Robespierre au pouvoir. Eh bien, cette fois, on va agir, je vous assure, on va agir. Du côté de Lyon, par exemple, on va décider que Lyon sera investi par une puissante armée républicaine à partir du 6 août. Du côté de la Vendée, on va obtenir que Kléber, qui a été obligé de rendre Mayence après une héroïque résistance, qui lui a valu les honneurs de la guerre, on va envoyer Kléber avec ses hommes, qui sont des soldats courageux, on va les envoyer en Vendée. Et là, ils se conduiront en effet terriblement, mais ils vont arriver à vaincre les Vendéens. Si bien que maintenant, la France se conduit du point de vue militaire d'une autre manière, certes, qu'elle l'avait fait sous le pseudo-comité de salut public du 1er avril. Robespierre a pris une décision sur laquelle on insiste peu, et je veux y insister. Robespierre a décidé que ce n'est pas toujours aux soldats qu'il fallait faire porter la responsabilité des échecs, et qu'il fallait penser à la responsabilité des généraux. C'est une chose scandaleuse. S'en prendre aux généraux, c'est inimaginable. J'ai étudié, vous le savez, peut-être aussi la guerre de 1870-71, une guerre volontairement perdue par les généraux. Vous n'imaginez pas la stupeur que j'ai eue lorsque je me suis aperçu que plusieurs numéros du journal officiel étaient remplis de promotions et de décorations pour les généraux, pour les officiers supérieurs qui s'étaient si mal conduits. Est-ce que vous savez que le 26 mai 1940, alors que nous avions subi, nous Français, le désastre que vous connaissez devant Sedan avec les responsabilités de plusieurs généraux étaient engagées, savez-vous que le maréchal Pétain, qui était à ce moment-là ministre de Reynaud, lui écrit une lettre furieuse, une lettre insolente, 26 mai 40, en disant « Je vous interdis de frapper quelques généraux que ce soit. Je ne veux pas de punition pour l'armée. »
Eh bien, Robespierre, lui, a décidé que les généraux seraient punis. Et on va voir se succéder à la guillotine des généraux français, en particulier Custine. Et je dois dire mon admiration pour la circulaire que Robespierre va signer à la fin de cette même année, 3 décembre 93, 2 signatures, Saint-Just et Robespierre. L'insubordination des généraux est la pire dans une république. Dans un État libre, c'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint. Bon, alors maintenant, on va faire aussi une modification dans l'armée, on va faire l'amalgame, parce qu'il y avait des gens qui s'entendaient pas, il y avait des volontaires habits bleus qui élisaient leurs officiers et qui avaient une solde supérieure, puis il y avait l'ancienne armée qui était les habits blancs. On va créer maintenant des demi-brigades avec à la fois des volontaires et des lignards, si bien qu'il y aura quelque chose d'unitaire et de puissant dans l'armée française. Et les succès vont venir. Nous avions, depuis quelques mois, nous étions habitués à des désastres, et voilà que successivement, il y aura Hondscott et Wattignies, Hondscott qui libère Dunkerque, et Wattignies qui libère Maubeuge. La situation militaire se redresse grâce à l'action de Robespierre. Robespierre est gêné sur un point, il ne sait pas ce qu'il faut faire pour les subsistances. Il avait autrefois devant lui, il y a quelques mois, les Girondins, ils ne sont plus là, mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme les Girondins, c'est interdit d'intervenir dans les questions économiques et financières. Libéralisme économique absolu. Et Robespierre n'est pas très sûr, Saint-Just non plus, qu'il soit juste, qu'il soit efficace d'introduire des moyens violents. Quels moyens violents? Poursuivre des accapareurs. Bon, c'est très bien en principe. Mais est-ce quelle distinction faire entre l'accapareur et le grossiste? Un grossiste peut être appelé un accapareur. Le maximum. Décider qu'on ne dépassera pas le prix de temps pour telle denrée. C'est pas commun parce qu'il y a tout de même la marge bénéficiaire normale du commerçant. Alors il est là qui est très hésitant et Sainte-Beuve. Et non, Saint-Just lui dit aussi, je ne suis pas très sûr que les méthodes autoritaires du point de vue économique soient les bonnes. Alors il hésite, il ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Mais il est épouvanté par le comportement de M. Cambon, le richissime Cambon, qui va se vanter le 24 août de créer le grand livre de la dette pour montrer que la République se conduit mieux que la monarchie à l'égard des dettes de l'État. Mais le même Cambon va décider d'une discrimination dans le paiement des rentes qui rend Robespierre stupéfait. Ce qui a basourdi Robespierre, c'est la discrimination que Cambon a établie entre rentiers français qui touchent de l'État 1000 francs ou plus ou moins de 1000 francs. Pour ceux qui touchent moins de 1000 francs, ils seront payés en assignat. Et pour ceux qui touchent plus de 1000 francs, ils sont payés en numéraire. Or, vous savez déjà, je vous l'ai indiqué, que l'assignat perdait de sa valeur jusqu'à 30 et 35% de sa valeur. Par conséquent, on pourrait admettre que ceux qui ont un petit traitement, une petite rente de 1000 francs soient payés en numéraire. Pas du tout. Ce sont les plus pauvres qui sont punis. Et ceux qui touchent des numéraires, c'est-à-dire de l'argent solide, ce sont ceux qui ont plus de 1000 francs. Robespierre en est atterré, mais il peut rien faire. Et d'autre part, il est épouvanté aussi parce que Saint-Just avait appelé l'émission abusive du cygne, c'est-à-dire le nombre d'assignats. Il va figurer que pendant l'été 93, 2 milliards nouveaux d'assignats ont été répandus. Il n'ose rien faire. Voilà qu'en septembre se produit un drame dans Paris, qui ressemble un peu à ce qui s'est passé au mois de mars. Une horrible nouvelle survient. C'est Toulon qui a été livré aux Anglais par les 2 amiraux français qui dirigeaient en Méditerranée, l'amiral Chosgrow et l'amiral Trogoff, qui se sont remis entre les mains des Anglais et qui ont permis aux Anglais de débarquer dans Toulon. Alors un mouvement d'agitation se produit dans Paris, des gens qui crient la faim, qui crient du pain parce que l'été a été très sec et que beaucoup de moulins à eau n'ont pas pu travailler, si bien que les arrivages de pain ont été irréguliers dans Paris. Robespierre va alors accentuer l'allure gauchiste, si vous permettez, de son gouvernement, puisqu'on va le voir qu'il va accueillir l'idée d'une armée révolutionnaire. Attention, une armée dans Paris, une armée de prolétaires. Ils seront 2000, et ils ont une guillotine avec eux, et qui surveillera le ravitaillement de Paris. Deuxièmement, il va faire entrer au gouvernement, il va faire entrer au comité de salut public 2 hommes de gauche, carrément de gauche. L'un s'appelle Collot d'Herbois, l'autre s'appelle Billaud-Varenne, ce qui compensera l'entrée de Carnot et de Prieur de la Côte d'Or qu'on lui avait imposé le 14 août et qui sont des conservateurs. D'autre part, un prêtre constitutionnel, l'abbé Royer, qui était évêque de Chalon-sur-Saône, je crois, évêque en Saône-et-Loire, va demander de mettre la terreur à l'ordre du jour. Et pour se faire bien voir de la gauche, Danton va demander au moins une tête par jour. Eh bien, Robespierre va en effet accentuer sa politique de gauche. Et même, on va le voir, plus favorable aux gens d'ultra. Les ultras, c'est les extrémistes de la Révolution, qu'aux gens qui sont des indulgents. Des indulgents vont se manifester avec Camille Desmoulins, avec Danton dans la coulisse, et les ultras, c'est les hébertistes.
Eh bien, en janvier et en février, la situation militaire se rétablit, je vous l'ai dit, et Mallet Dupont, qui est un jeune roi au service des princes, va communiquer à Lord Elgin, qui va livrer ça à Vienne, un très remarquable document, où ce Mallet Dupont, qui est un observateur, dit « Nous sommes obligés de reconnaître que les troupes des coalisés, enfin les troupes, c'est-à-dire autrichiennes et prussiennes, ne disposent que de ce qu'il appelle des soldats matériels, indifférents à la cause qu'ils défendent. Ce sont, comme je vous le disais, des robots, quoi, des Sénégalais ou c'est la Légion étrangère. Tandis qu'en face, les soldats de Robespierre sont pleins d'élan. Et il faut reconnaître que la politique de dureté à l'égard du maximum a donné des résultats, parce que voici que la Signa remonte. Alors, Robespierre est encouragé à commencer d'indiquer le fond de sa pensée. Le fond de sa pensée, il l'a livré brusquement le 21 novembre 1993, lorsque s'est produit un mouvement inattendu et qui le contrarie beaucoup. C'est ce qu'on appelle le mouvement de la déchristianisation. Et les 10 dernières minutes de cet exposé, je veux les consacrer à la pensée philosophique de Robespierre. Robespierre est quelqu'un qui a été catholique pratiquant puis qui a cessé de l'être, mais quelqu'un qui est très enthousiasmé par Jean-Jacques Rousseau. Il est même allé voir, il avait 20 ans juste, Jean-Jacques, quelques mois avant que Jean-Jacques ne meure, il était encore étudiant à Louis-le-Grand. Jean-Jacques était chez le marquis de Girardin à Ermenonville, et le jeune Robespierre, qui avait 20 ans juste, est allé voir Jacques Rousseau, qui sans doute a bien accepté de lui serrer la main. Il n'a pas fait un discours, mais c'était pour lui émouvant. Robespierre est quelqu'un qui est dans la ligne de la profession de foi des vicaires savoyards. Quelqu'un qui a parfaitement approuvé la saisie par la nation des biens nationaux, quelqu'un qui a approuvé la constitution civile du clergé, qui a même approuvé quelque chose qui me paraît déraisonnable, que les évêques soient élus par tous les laïcs du département, alors que on pourrait croire que c'est réservé aux catholiques. Non, tout le monde, si bien à ce moment-là c'est le sens. Donc ce sont les censitaires, c'est-à-dire les actifs, même s'ils sont incroyants, qui vont participer à l'élection des prêtres, des évêques, alors que les catholiques, qui sont en majorité des hommes du peuple, parce que l'athéisme est très aristocratique, eh ben ceux-là, les catholiques plébéiens, ne pourront pas voter. Pour vous dire à quel point Robespierre est conciliant. Il a été scandalisé par le refus de la moitié à peu près, la moitié du clergé français d'accepter la constitution civile du clergé, et soupçonne les prêtres non-jureurs d'être tels pour des raisons politiques beaucoup plus que religieuses. Mais voilà que quand il voit un mouvement qui ne sort pas du tout de la plèbe, qui sort de grands bourgeois, comme Anarcharsis Klotz, qui est un banquier prussien qui avait plus de 100 000 livres de rente, ou comme Léonard Bourdon, qui était un homme très considérable, ou comme des gens comme Marie-Joseph Chénier, qui n'avait pas à se plaindre du point de vue bourgeois. Nous savons aujourd'hui que c'est vrai. M. Soboul, qui était communiste, a fait une thèse très remarquable il y a une vingtaine d'années sur les sans-culottes parisiens du l'an 2. M. Soboul a dit « Je n'ai jamais trouvé un seul procès-verbal de réunion populaire demandant quoi que ce soit contre l'Église. » C'était donc un mouvement de gens de bien, un mouvement de notables contre l'Église, appuyé par un homme comme Cambon. En particulier, il avait été décidé qu'on allait maintenant changer de calendrier, qu'on allait faire un calendrier républicain, et quand l'évêque Grégoire, qui était un évêque jureur, avait demandé à Marie Hussigny « Qu'est-ce que vous voulez ? Ce que nous voulons, c'est supprimer le dimanche, dit-il, pour que les gens n'aillent plus à la messe. » Remarquez que c'était un grand avantage pour le patronat, parce que les ouvriers et les travailleurs, au lieu de travailler, de se reposer tous les 8 jours, ne se reposaient que tous les 10 jours. Il n'y a plus de dimanche avec des décadis. Robespierre était extrêmement contre. Et puis il y avait eu brusquement la décision de transformer Notre-Dame de Paris en temple de la raison. Et puis il y avait encore en plus des mascarades, c'est-à-dire des défilés de gens costumés, en costume ecclésiastique, pour tourner ça en dérision, qui défilaient dans la chambre même, qui dansaient dans la convention. Et la loi, qui se trouvait, un ancien ami des Girondins, qui se trouvait à leur président, leur dit, en une demi-heure, vous avez détruit 20 siècles de superstition. Parce que le mot de superstition représentait la foi. Alors voilà, Cambon décide de faire voter que tous les établissements religieux, enfin toutes les églises, seront fermés, arbitrairement fermés, et remises aux hôpitaux. Alors brusquement, Robespierre, qui jusqu'à l'en disait rien, intervient. Et dit, je m'oppose de la manière la plus absolue à tout attentat à la liberté du culte. Je ne suis pas catholique, j'ai toujours été un mauvais catholique, ajoute-t-il, mais je ne veux pas que l'on persécute ceux qui croient. Ça fait scandale. Et à ce jour-là, il ne se rend pas compte à quel point il se porte tort. Il faut vous dire qu'il avait déjà plusieurs fois manifesté des idées anti-encyclopédistes. Il n'aimait pas Condorcet parce que Condorcet était l'ami de Voltaire, et il avait une fois aux Jacobins
enlevé la parole à Palissot, qui parlait contre la confession en disant ça ne nous intéresse pas. Une seconde fois, il avait fait enlever le buste de Helvétius, et publiquement, au mois de mai 92, dans le journal qu'il publiait qui s'appelait Le Défenseur, publiquement, il avait dit les gens comme Voltaire ou comme Diderot n'auraient pas été, s'ils étaient parmi nous, n'auraient pas été du côté du peuple. Combien il nous reste? 5 minutes? Oui, c'est à peu près. Ah bah oui, bon. Alors, il va compléter cette affirmation du 21 novembre par un grand discours du 7 février, du 5 février 94. Il a l'impression que les citras et les ultras, c'est-à-dire les gens indulgents ou les gens excessifs, se neutralisent les uns les autres, et il va commencer à dire ce jour-là le fond de sa pensée. Il faut comprendre que ce n'est qu'un prélude. Ce jour-là, il parle des idées morales qui doivent diriger la révolution, et le 5 mai, il ira beaucoup plus loin, puisqu'il va parler des pensées religieuses qui doivent participer à l'organisation de la République. C'est allé très loin. Beaucoup trop loin à mon sens. Robespierre est absolument déchaîné dans ceux qu'il appelle les apôtres du néant. Il dit, je veux bien combattre la superstition, mais je ne veux pas que l'on mette l'athéisme à la place de la superstition. Et il va décider ce jour-là, il va faire voter par une chambre qui lui est encore soumise parce qu'elle a peur des faubourgs, à faire voter article 1 de cette nouvelle décision. La France, la nation française, reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Si favorable que je sois à la pensée de Robespierre, si d'accord que je sois avec lui lorsqu'il déclare il est absurde de dire qu'un peuple religieux ne peut pas être un peuple républicain, je ne peux pas manquer de vous dire que j'estime que Robespierre ce jour-là va au-delà du possible. C'est en somme une religion d'État qu'il propose. Eh bien, l'État n'a pas à se mêler de religion. Et Robespierre ne peut pas dire la nation française reconnaît l'existence de Dieu, puisqu'il y a une partie de l'opinion publique française qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu. Il va donc au-delà de ce qui est possible. Il ne se rend pas compte qu'avec sa fête de l'être suprême, qui aura lieu le 8 juin 94, et ce 8 juin 94, il sait très bien, il se souvient très bien, que dans l'ancien calendrier, c'est le jour de la Pentecôte, aura lieu la fête de l'être suprême, qu'on a souvent ridiculisé. Mais j'en ai lu le compte-rendu chez un homme qui avait que 14 ans à ce moment-là, qui est Charles Nodier, qui n'est pas un passionné. Et Nodier se souvient de ce 8 juin 94 comme d'un jour merveilleux. Il dit c'était étonnant. Le ciel était complice, il faisait un temps splendide, il y avait un soleil radieux, et il y avait une espèce de bonheur dans le peuple. On avait l'impression que la terreur qui était violente, on tuait pas mal de gens, allait se terminer. Robespierre, qui était d'habitude triste et austère, portait un très gros bouquet tricolore qui lui avait été donné, je crois, par Éléonore Duplay, qui était amoureuse de lui, une des filles Duplay chez qui il habitait. Et Robespierre était tout heureux. Mais à la fin de la journée, lorsqu'il prononce son discours, lui, sur le être suprême, il entend pour la première fois monter de la Convention, qui était là toute réunie, ce qui en restait, c'est-à-dire environ 560 députés, des protestations, des cris, des hurlements. Fouché se vantera plus tard d'avoir été un de ceux qui ont insulté Robespierre. Il en tombe de son haut. Il ne s'attendait pas à ce que du côté de la Convention, on lui dise des choses pareilles. Alors il essaye de lutter en faisant voter 2 jours plus tard la fameuse loi de Prairial, qui était une loi terrible. Une loi qui défendait à l'inculpé de présenter des témoins, une loi qui disait on n'a pas besoin de faits matériels, les faits moraux suffiront. Enfin, c'était un moyen de couper la tête avec une rapidité terrible aux gens. Robespierre voudrait, je crois, éliminer un certain nombre de gens, 5 ou 6, dira Cocteau, pas plus de 5 ou 6, mais enfin tout de même, d'aller très fort. Il a signé son arrêt de mort, figurez-vous ce jour-là, son arrêt de mort. Robespierre va être renversé par une coalition. Buonarroti dira la coalition des profiteurs d'une part et des voltairiens d'autre part. Il y a des tas de gens qui le détestent, en particulier les représentants en mission qu'il a fait revenir, parce que ces représentants en mission se conduisaient très mal, comme Javogne en Saône-et-Loire, comme Dumont dans le Nord. Augustin Robespierre, son frère, avait été envoyé pour réparer les erreurs commises par ces révolutionnaires excessifs. Mais il y a aussi tous ceux qui se disent que Robespierre parle maintenant de paix. C'est vrai, puisque la France n'est plus envahie, et qu'il avait fait voter par la Convention une loi disant la France ne traitera jamais avec un ennemi occupant un pouce de son territoire. À partir de Fleurus, qui est du 27 juin 1994, Fleurus, il n'y a plus d'ennemis sur le territoire français. Alors maintenant, faisons la paix. Mais Robespierre ne pense pas à ceux qui avaient décidé de cette guerre, dont je vous ai dit que c'était une guerre rapide. Et il y a Carnot qui représente l'armée
Carnot, l'homme soi-disant des 14 armées, et qui dit c'est pas possible, c'est au moment où la guerre commence à rapporter que vous voulez s'arrêter. Si vous saviez quelles sont les dépêches que Carnot envoie, je vois une dépêche à Pichegru, où il lui dit, vous êtes en Belgique, eh bien prenez tout, il faut vider le pays. En Rhénanie, il fait organiser ce qu'il appelle des bureaux d'évacuation pour prendre tout ce qu'il y a de richesse possible. À nos représentants de mission qui sont à l'armée du Nord, il leur dit, montrez à vos soldats les richesses de l'Allemagne. Ben, c'est exactement ce que va faire Robespierre le 10 avril 96, lorsqu'à la tête de son armée d'Italie, il va dire à ses soldats, soldats, vous êtes mal chaussés, vous êtes mal nourris, mais voyez devant vous ces belles villes de la Lombardie où vous allez pouvoir entrer. Ça, c'est cette guerre de pillage. Robespierre voulait l'annuler. Il a fini son arrêt de mort. Signé son arrêt de mort. Pas la peine que je vous raconte la fin, tout le monde le sait. Le 26, lui qui ne va plus jamais au comité de la République, le 26 juin, il prend la parole et il attaque. C'est un curieux discours, incohérent du reste, un discours qui est à la fois un défi et un testament. Il va attaquer nommément, on lui dit nommer les gens. Eh bien j'attaque nommément M. Cambon, dit-il, qui favorise les riches et désespère les pauvres. Et puis vous savez que le lendemain, Saint-Just va essayer de commenter le discours de Robespierre, que le complot est organisé, qu'on s'est entendu avec la Plaine, le Marais, qui ne supporte Robespierre que parce qu'on a peur de lui. On s'est arrangé pour que la petite plèbe se sépare de Robespierre. On a inventé un nouveau maximum, qui est le maximum des salaires, si bien qu'on peut y aller. Et le 27, Robespierre est brusquement renversé. Il pourrait se sauver. On l'a libéré. La Commune l'a libéré. Mais il refuse de participer à quoi que ce soit qui soit diffusion de sang pour lui. C'est pas la peine, c'est perdu, dit-il. Et vous savez qu'on lui cassera la mâchoire par un coup de pistolet dans la nuit du 27 au 28 juillet. Il va être tué le 28, puis le 7-9 Thermidor. Mais vous savez, la mort de Robespierre est une chose saisissante, parce que j'ai lu le commentaire des médecins. Il a eu la mâchoire cassée à 2 heures du matin, c'est à 6 heures seulement que les médecins sont venus. J'ai vu le rapport, Michelet a publié, et ils disent on lui a fait certainement beaucoup de mal. Nous lui avons enlevé un petit peu de la mâchoire, on lui a enlevé des dents et des os. Il a dû souffrir terriblement. Il n'a pas poussé un seul gémissement. Et il gardait les yeux fixés sur le plafond. Savez-vous, je ne suis pas persuadé qu'il fût particulièrement attentif aux moulures du plâtre. C'est un homme qui était profondément croyant. C'est quelqu'un dont on nous dira, c'est un voyageur allemand. Vous savez, dans cette maison des Duplay où il habitait, on était très pieux. C'est un voyageur allemand qui nous donnera son enseignement en 95. On faisait la prière avant tous les repas. Et c'était Robespierre qui faisait la prière. C'est pourquoi que Danton appelait les Duplay une jésuitière. Le 9 Thermidor, c'est le prélude du 18 Brumaire. Le 9 Thermidor, ce sont les gens favorables au sens CENS qui vont revenir au pouvoir. Dans cette convention même, Boissy d'Anglas va se faire applaudir en disant une nation gouvernée par les propriétaires et dans l'ordre naturel. Et nous allons, avec Napoléon, de 18 Brumaire, commencer l'ère qui n'est pas encore terminée, où l'argent sera le roi.